Bonjour, chers internautes. Je vous accueille ici à Dakar, capitale du Sénégal. Derrière nous, l'océan Atlantique. Et j'ai le plaisir de recevoir Stanislas Zézé, président de Bloomfield Investment Corporation, à l'occasion de l'apparition de son livre, succès de librairie, L'homme aux chaussettes rouges, Stanislas Zézé, écrit donc par le président de Bloomfield Investment Corporation et l'écrivain Pacom Christian Kipré. Bonjour Stanislas Zézé. Bonjour Adama, bonjour. Alors, bienvenue à Dakar. Peux-tu revenir sur les motivations de ce livre? Alors, je crois que ce qui m'a vraiment motivé à écrire ce livre, c'est le fait que je suis suivi par énormément de jeunes Africains à travers le monde, parce que, évidemment, les jeunes Africains, c'est ma priorité. Et je me suis rendu compte que ces jeunes ne me connaissaient pas vraiment. Donc, ce qu'ils connaissaient de moi, c'était les images sur Internet, les interviews qu'ils voyaient. Et pour moi, il était extrêmement important que s'ils me voyaient tous comme un modèle, il fallait que je leur raconte l'histoire, la vraie histoire, raconter qui je suis, d'où je viens, qui sont mes parents, mes grands-parents, mes frères, mes sœurs, les environnements dans lesquels j'ai été élevé, j'ai été éduqué, tout ce qui a permis de me construire, euh, les moments difficiles de ma vie, les moments agréables de ma vie. Et tout ça, je voulais raconter. Je voulais raconter cette histoire parce que pour moi, je pense que je leur devais ça. Il est extrêmement important pour moi de faire ce partage. D'ailleurs, je me suis rendu compte pendant cet exercice d'écrit que c'est quelque chose d'extrêmement important de partager et de laisser quelque chose aux jeunes générations. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis convaincu que j'ai eu raison de décider de créer ce livre pour les jeunes Africains. Alors, justement, j'ai eu raison de m'adresser directement aux jeunes Africains. Alors, le titre, il interpelle et en même temps, il soulève un petit peu cette énigme. C'est les chaussettes rouges. Stanislas Zézé, que symbolisent les chaussettes rouges chez vous, dans la finance et Alors, dans votre environnement les de manière chaussettes générale? rouges, pour moi, symbolisent euh, la force, la puissance, mais en même temps, paradoxalement, symbolisent l'humilité et la discrétion. Parce que les chaussettes sont rouges, c'est vrai, la couleur rouge, elle est vive, donc évidemment, elle est agressive, mais quand elle est portée en chaussettes, elle est discrète parce qu'on ne la voit pas tout le temps. Vous voyez mes chaussettes rouges parce que j'ai les jambes croisées. Quand je suis debout, quand je marche, on ne voit pas les chaussettes rouges. Et j'ai emprunté justement ces chaussettes rouges-là des cardinaux du Vatican, qui sont des gens extrêmement puissants. Ceci dit, on ne voit pas les chaussettes à cause de la soutane. Et pour moi, ce rouge-là, ces chaussettes rouges symbolisent la force discrète, symbolisent la capacité de maîtriser ses émotions, de maîtriser sa force. Et le rouge, en même temps, représente l'amour. Et le fait que ce soit des chaussettes, ça fait penser à l'humilité parce que les chaussettes, on les porte, on marche sur des chaussettes. Donc c'est le côté humble de cette symbolique-là. Et c'est ça, pour moi, les chaussettes rouges. C'est ça, pour moi, la couleur rouge dans le cadre de ce livre. Alors, l'énigme enfin dévoilée, parce que nous, on pensait que c'était quelque chose, un signe discret entre membres d'un club de finance, par exemple, ou Ou une bien, pour secte. ne pas dire une secte, parce que je vois qu'à Abidjan, il y a quand même pas mal de personnes qui portent maintenant les chaussettes rouges. Avez-vous lancé finalement une mode Stanislas Zézé, une marque? Je me rends compte, mais finalement, ça va au-delà de la mode et c'est ce qui m'interpelle positivement parce que je crois que tous les jeunes qui portent les chaussettes rouges aujourd'hui veulent ressembler à Stanislas Zézé, avec tout ce qui va, avec les valeurs de courage, d'abnégation, de résilience, d'humilité, de succès. Et je crois que pour moi, c'est extrêmement important parce que si à travers ce symbole-là de la chaussette rouge, j'arrive à motiver des jeunes Africains à se responsabiliser, à prendre leur destin en main et à suivre un certain nombre de valeurs à travers ce code des valeurs pour y arriver. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous sommes dans un monde en mutation où l'Afrique va jouer un rôle extrêmement important
Et il est extrêmement important que les Africains soient les acteurs principaux de cette mutation-là. Et en l'occurrence, les jeunes suivent un continent qui, en 2030, d'un continent dont la population, en 2030, sera de 60% de jeunes de moins de 20 ans. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle chose. Alors, 60% de jeunes de moins de 20 ans, et là, vous vous adressez à cette cible-là qui a beaucoup de problèmes pour trouver de l'emploi. On parle de l'auto-entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat comme une solution miracle. Mais est-ce que entreprendre en Afrique est facile, Stanislas Zézé? Je pense que ce n'est pas la bonne question. La question, c'est si on constate que nous sommes dans un environnement qu'on estime être difficile, c'est la question à se poser, c'est comment réussir dans cet environnement qui semble hostile. Et là, c'est la bonne question et on commence à avoir des débuts de solutions. Mais je crois qu'il est extrêmement important que les jeunes, justement, dans cette logique de se responsabiliser, adressent les vraies questions. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un vecteur extraordinaire de faire passer des messages aux leaders africains, de faire passer des messages aux autorités. Il faut que les jeunes Africains l'utilisent à bon escient. C'est vrai, il y a un volet divertissement qui est extrêmement important aussi, mais il faut que les jeunes Africains l'utilisent comme un vecteur de communication sur des sujets sérieux comme l'emploi jeune, l'éducation, la formation, c'est extrêmement important. Et si les jeunes commencent à avoir des débats constructifs sur les réseaux sociaux, les leaders vont commencer à voir qu'ils se responsabilisent et qu'ils adressent les problématiques qui les concernent. Ils vont peut-être regarder maintenant leurs problématiques d'une autre façon, de leur point de vue, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc je crois qu'aujourd'hui, ces problématiques-là, il faut les adresser, mais il faut que les jeunes comprennent que c'est leur responsabilité aussi, parce qu'il s'agit de leur vie, de leur emploi. Et l'entrepreneuriat, pour moi, est la solution du développement des pays africains. Un pays se développe par le secteur privé. C'est le secteur privé qui crée la richesse, qui crée la valeur et qui crée les emplois. Donc aujourd'hui, le rôle des leaders politiques et administratifs, c'est de créer un bon environnement qui permette justement à ces jeunes-là de créer leur propre emploi. Et ça, c'est extrêmement important. La responsabilité de l'État, ce n'est pas de créer des emplois, mais c'est de créer ni de la richesse, ni de la valeur, mais c'est de créer l'environnement pour que justement tous ces jeunes aient l'opportunité de créer leurs emplois, de créer leur richesse et de créer de la valeur. Il faut qu'ils comprennent que c'est leur responsabilité. Alors, dans le livre, il y a un passage célèbre où on dit « Stan, tu n'y arriveras pas ». Tout le monde vous déconseille de ne pas vous lancer dans cette aventure. Et justement, est-ce qu'il y a des obstacles psychologiques à l'entrepreneuriat en Afrique? Oui, je crois que les premiers obstacles psychologiques, c'est l'entourage. Et je crois que, surtout dans les pays francophones, on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat, on a la culture du fonctionnariat, on va dire, être fonctionnaire, ou alors aller travailler dans une entreprise qui a été créée. Mais je dis toujours aux gens, ces entreprises dans lesquelles vous voulez travailler ont été créées par des hommes et des femmes. Donc évidemment, c'est parce que ces gens ont créé ces entreprises qu'aujourd'hui vous voulez travailler dans ces entreprises. Prenez l'initiative de créer aussi, comme ça les générations futures voudront travailler dans ce que vous faites. Donc, la première barrière, c'est l'environnement. Tout le monde estime que créer une entreprise, c'est prendre un risque. Moi, je dis créer une entreprise, c'est créer une opportunité. Ce n'est pas prendre un risque. C'est créer une opportunité de créer de la richesse, créer une opportunité de créer de la valeur, et créer une opportunité pour créer des emplois. Donc, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes qui va nous permettre de faire face aux différents challenges de notre environnement. Mais pour ça, il faut comprendre la psychologie de cet environnement et la psychologie de nos interlocuteurs. Donc, les challenges, il y en aura toujours. Mais c'est quelle est notre capacité justement à surmonter ces challenges. Et c'est si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas réussi à un projet que vous avez décidé, c'est son point de vue qu'on peut respecter. Mais ce n'est pas lui qui a décidé de le faire à l'entreprise, c'est vous. Donc, c'est que les jeunes se disent, c'est moi qui ai décidé. Toutes les questions, je me les pose avant. Quand je décide de monter une entreprise, j'ai réfléchi à tout et j'ai décidé. Le plus difficile, c'est décider. Une fois que j'ai décidé, je vais jusqu'au bout. L'échec n'est pas une option.
Donc, les challenges seront là, mais les challenges, au contraire, devraient motiver même d'ailleurs le désir de créer. Et justement, vous y revenez dans ce livre, vers les années 2007, vous créez donc Bloomfield Investment Corporation. Avez-vous eu droit à un crédit bancaire comme cela se passe sous d'autres cieux? Avez-vous eu droit à un accompagnement de l'État ou d'une structure? Alors, pour être honnête avec vous, moi, j'ai jamais été dans une logique d'assistance. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon père militaire, qui m'a éduqué d'une façon assez stricte, où il dit, tu dois compter sur toi d'abord. C'est extrêmement important. Et tu dois compter toujours sur toi-même. Tout ce qui vient après, c'est du bonus. Donc évidemment, l'essence de ta réussite, c'est tes efforts. Et donc, j'attendais rien de personne, mais évidemment, vous commencez une entreprise, vous avez des fois des besoins, vous consultez des banques. Nous avons des banques qui ne sont pas dans une logique de mettre en place des fonds d'amorçage. Donc, les banques vont venir quand vous avez déjà quelque chose qui fonctionne. Et c'est une culture, hein, je peux la comprendre. Et je crois que c'est parce que malheureusement, les jeunes entrepreneurs ne se préparent pas avant d'entreprendre, donc vont compter sur le concours des autres et vont se plaindre parce qu'on ne fait pas de crédit, ils vont se plaindre. Et donc, quand vous plaignez, ce que ça veut dire, c'est que vous transférez la réussite de votre entreprise à quelqu'un d'autre. Vous trouvez un bouc émissaire pour ce que vous n'arrivez pas à faire. Je ne pouvais pas avoir même 5 000 francs de découvert, je ne pouvais pas l'avoir, mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé une alternative et on a continué à fonctionner. Donc, aucun obstacle ne devrait vous arrêter. Le financement n'est pas l'élément le plus important quand vous commencez une entreprise. C'est un élément qui devient important après. Mais vous devez avoir le minimum pour pouvoir financer votre propre projet. Si vous avez un projet d'1 milliard, que vous avez que 1 million, mais vous commencez avec 1 million, vous dites qu'est-ce que 1 million peut faire dans mon projet d'1 milliard? Donc je commence avec ça. Si vous avez 100 000, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça me permet de faire de la pédagogie? Ça me permet de communiquer sur les réseaux sociaux de ce que je sais faire? C'est juste avoir la stratégie qu'il faut et la stratégie doit être adaptée à vos moyens. Mais ce n'est pas parce que vous avez 1 million pour un projet d'1 milliard que vous ne le ferez pas. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc le financement n'est pas important. Je pense qu'il faut de la niaque, il faut croire en son projet, il faut être déterminé. Mais est-ce que cela suffit-il? Non, le financement, je n'ai pas dit que le financement n'était pas important. Le financement est important, mais ce n'est pas l'objet le plus important. Donc ce n'est pas un facteur bloquant pour monter une entreprise. C'est un élément extrêmement important, mais ce n'est pas un facteur bloquant. Vous pouvez avoir, on peut vous donner 10 milliards aujourd'hui et vous échouez un projet. Ce n'est pas l'argent qui fait réussir le projet. C'est votre capacité à mener votre projet. C'est votre détermination, votre résilience, votre capacité à convaincre vos clients que vous êtes capable de produire quelque chose de qualité. C'est comment vous domptez votre environnement. C'est tout ça, votre état d'esprit. Ce n'est pas que l'argent. Sinon, il y a beaucoup de gens qui ont réussi beaucoup de projets parce qu'ils ont l'argent. Mais je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent mais qui échouent dans des projets. Voilà, donc à la lumière de ce que vous dites et qui vient directement de votre expérience et dont il est question dans ce beau livre, quelle idée ou bien quelle analyse faites-vous du secteur privé ivoirien et ouest-africain en général aujourd'hui? Je pense qu'il y a une évolution significative et importante du secteur privé en Côte d'Ivoire en particulier et dans la sous-région en général. La Côte d'Ivoire représente 40% du PIB de l'UEMOA, donc c'est quand même une portion assez importante. Et il me semble que 70% de la liquidité de l'UEMOA circule en Côte d'Ivoire. Donc 70%, ouais. Je pensais 50%. Non, c'est 70% me semble-t-il. Et ça veut dire que c'est un pays avec un secteur privé qui est extrêmement important et qui n'arrête pas de grossir. Et je crois que la politique, d'ailleurs, des leaders de ce pays, c'est de donner de plus en plus la part belle au secteur privé. Et je pense que c'est une très bonne approche. Un pays se développe avec son secteur privé, pas le secteur public. Le secteur public crée le cadre, mais c'est le secteur privé qui drive l'économie. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience de ce facteur-là et une évolution
des conditions pour créer des secteurs privés de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Et c'est vraiment, l'Afrique de l'Ouest est en train d'aller dans la très bonne direction. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes le président de Bloomfield Investment Corporation. Vous faites de la notation des entreprises et des actifs d'une manière générale, publics ou privés. L'année 2023 commence avec deux mots. On peut résumer toute la conjoncture en deux mots. Le choix entre l'inflation et la récession, puisque l'augmentation des taux d'intérêt euh, euh, est destinée à contenir l'inflation, mais d'autre part, ça détruit de la croissance. Donc, vous qui faites chaque année une conférence risque pays pour les pays africains, quelle analyse faites-vous justement de l'évolution des risques en Afrique en 2023? Alors, je crois que du point de vue de l'inflation, l'inflation est quand même contenue. C'est-à-dire que les taux d'inflation dans cette région ne sont pas des taux d'inflation Vous qui parlez soient... de l'Union économique et monétaire Moi, je parle de ouest-africaine, l'UEMOA. Hein. oui, On sommes enfin, dans des taux 8%, d'inflation qui sont autour de 8, 5, en fonction des pays, ouais, 5, la moyenne. Ouais. 6%, qui en réalité ne se font pas ressentir de façon très brutale. Mm. Et je crois que la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest a une façon très intéressante de juguler cette inflation-là. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui aide un peu à contenir tout ça, c'est que pendant les 20 dernières années, hein, les 15, 20 dernières années, il y a eu un effort significatif d'agrandir la classe moyenne. Et donc, évidemment, le pouvoir d'achat de la classe moyenne, en Côte d'Ivoire, il y a une classe moyenne qui est assez importante. Et le pouvoir d'achat de la classe moyenne fait qu'aujourd'hui, elle arrive à quand même contenir cette inflation qui ne se fait pas vraiment ressentir. Hein. Vous allez voir la différence dans les pays où l'inflation se sent vraiment sentie. Il y a des grognements, il y a des ce qui n'est pas forcément le cas dans cette région-là. Et je crois que pour moi, les crises, les risques fondamentaux, c'est en évoluant dans cette mutation économique et politique et géopolitique africaine, c'est surtout la dépendance de nos États vis-à-vis de l'extérieur. La crise de Covid-19 a montré bien les limites de cette mondialisation, parce que quand les gens ferment leurs frontières, que vous n'êtes pas capable d'importer ou d'exporter, et que vous êtes dépendant de l'importation, de l'exportation, ça devient un problème. Aujourd'hui, il est extrêmement important de rendre plus forts les marchés domestiques. Et pour moi, le plus gros risque, c'est ça, c'est d'avoir des marchés domestiques qui soient faibles. Il faut renforcer les entreprises locales, il faut transformer l'économie, il faut créer des marchés de consommation locale de nos matières premières en des produits finis et qu'on ne soit pas en train d'exporter 90% de nos matières premières, mais plutôt 15-20% maximum de nos matières premières et que 80% soient transformés sur place et consommés sur place. Et je crois que c'est les vrais enjeux aujourd'hui des économies africaines, c'est de consolider leur marché de consommation locale, de consolider leurs entreprises locales. Il faut que les PME locales soient la priorité absolue des leaders africains. Et il faut également que dans cette logique de baisser les barrières, que la ZLECAf soit une priorité absolue. Nos marchés sont trop fragmentés. Il faut aujourd'hui avoir des marchés beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, beaucoup plus profonds, avec beaucoup moins de barrières. Les visas, c'est quelque chose qui devrait commencer à tomber dans toute l'Afrique. On ne devrait pas avoir besoin de visa pour voyager dans toute l'Afrique en tant qu'Africain. Il est extrêmement important pour le business d'enlever les visas. Il est extrêmement important de commencer à penser à la convertibilité des monnaies africaines entre elles pour éviter que les Africains soient toujours obligés de passer par le dollar ou l'euro pour faire des transactions. Sinon, ça n'a pas de sens. Justement, en parlant du dollar et de l'euro, il y a une forte dépendance justement de nos pays par rapport à ces deux devises. Il y a une raréfaction, je dirais même organisée, de ces devises, notamment dans le cadre de l'import-export africain, puisque les banques confirmatrices se font rares, les lignes de confirmation se font rares, beaucoup d'institutions même se retirent de l'Afrique et le pricing est très élevé. Est-ce que dans ce cas de figure, on ne peut pas s'attendre à ce que les grandes agences de notation internationales
détériore encore le risque Afrique, les notations souveraines africaines. Ouais, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut que les Africains prennent conscience de qui sait les évaluer et qui ne sait pas les évaluer. Vous savez, aujourd'hui, si vous confiez, si les Africains continuent à confier le destin aux autres, évidemment, c'est les autres qui décideront pour eux. Je crois que la notion de notation financière en monnaie locale que Bloomfield a introduite fait beaucoup de sens et montre aujourd'hui qu'il est extrêmement important que les Africains comprennent qu'ils aient leurs propres outils D'évaluation. les propres outils d'évaluation et les propres outils dans tout ce qu'ils font d'ailleurs. Et c'est ça qui rend indépendant. Aujourd'hui, si tous les Africains commencent à dire, écoutez, nous, on va se faire noter en monnaie locale, on va développer nos marchés des capitaux locaux, on va emprunter sur nos propres marchés et on va être indépendant du point de vue des capitaux que nous levons sur les marchés. Vous allez voir que les agents de notation financière internationale vont changer d'attitude parce qu'ils verront bien que les pays africains n'ont plus besoin de leur évaluation et changeront d'attitude. Et mais tant que nos pays continuent à penser que c'est les eurobonds et tous les emprunts qu'ils font de l'extérieur qui vont pouvoir avoir accès à des capitaux, mais évidemment, ils auront toujours affaire à ça. Il est extrêmement important de comprendre que je parlais tout à l'heure de défragmenter les marchés financiers dans nos États en Afrique et concourir enfin, travailler sur le développement d'une monnaie unique en Afrique. Et ça, ce serait l'idéal pour le marché des capitaux en Afrique, de savoir qu'un pays a la possibilité d'emprunter sur 54 autres pays, dans 54 autres pays. Donc, c'est créer un marché unique. Un marché des capitaux unique, une monnaie unique, une bourse unique. Mutualiser nos Absolument, mais ce serait extraordinaire. Les Africains n'auront besoin d'aller chercher l'argent nulle part. En ce qui concerne les devises, il va falloir qu'on comprenne que tant que nos pays sont des pays rentiers, on aura toujours des problèmes de devises parce que les devises que nous collectons en vendant nos matières premières, c'est ces mêmes devises que nous utilisons pour acheter des produits finis qui émanent de nos matières premières et qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, schématiquement, une balance des paiements qui va toujours être déficitaire. En notre défaveur, parce qu'il faut qu'on commence à vraiment transformer nos économies de sorte à ce qu'on soit plus exportateur qu'importateur. Et à ce moment-là, oui, on va régler ce problème de la devise. Si on consolide nos devises, on renforce nos devises et par justement notre capacité à créer de la richesse et à consolider des réserves qui permettent de soutenir nos monnaies et nos marchés, bah, naturellement, nous allons nous mettre dans une position de force. Et ça, c'est un travail d'organisation et c'est un travail qui nécessite un autre état d'esprit. Il faut que les Africains comprennent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de choix que de se mettre ensemble. C'est-à-dire que le panafricanisme aujourd'hui, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de survie. Le continent a besoin de cette logique panafricaine, de baisser toutes les barrières, de repenser la notion de souveraineté nationale, plutôt dans une logique de souveraineté continentale, pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, on va rentrer dans un nouveau type de concurrence, dans un nouveau type de compétition, où si l'Afrique ne fait pas attention, elle va être récolonisée, mais d'une autre façon. Il est extrêmement important que les Africains comprennent que toutes ces barrières inutiles qui se mettent ne servent absolument à rien. Les souverainetés nationales doivent être revues au bénéfice d'une souveraineté continentale. Vous avez parlé de la zone de libre-échange continentale, la ZLECA, dont le secrétariat général se trouve à Accra, et qui est aujourd'hui en but à une question très importante, la règle d'origine, quel est le produit qu'on peut qualifier d'africain ou non, et qui est aussi en but à des barrières non tarifaires, parce que beaucoup de pays se disent justement souverains sur la fiscalité. Là, on le voit à l'IOMOA, sur les obligations en bourse qui ont une fiscalité différente d'un pays à l'autre. Ça, c'est dans l'IOMOA. Donc, est-ce que ce panafricanisme-là, finalement, on peut dire qu'il souffre de l'absence d'une volonté politique et même d'une vision stratégique? Mais absolument, des deux, volonté politique et vision stratégique. Donc, vision stratégique qui devrait être soutenue par une volonté politique. Et je crois que, et comme je dis, pour moi, c'est une question de survie.
Si les Africains ne finissent pas par le comprendre, ce sera tant pis pour l'Afrique, ce sera tant pis pour les Africains. Aujourd'hui, cette logique de souveraineté nationale et avoir de tout petits pays, des micro-pays finalement, des micro-économies finalement, qui en réalité ne font pas le poids. Il faut mutualiser pour avoir des grands ensembles. Et c'est ça qui va permettre à l'Afrique d'être compétitive vis-à-vis des autres continents. C'est ce qui va permettre à l'Afrique d'être solide. C'est ce qui va permettre à l'Afrique de compter parmi justement ces autres continents qui sont loin, très loin devant nous, pendant que nous avons quasiment toutes les ressources. Exactement. Et je prends un exemple qui illustre bien ce que vous dites, le Ghana, un pays qui a de l'or, du cacao, du pétrole et qui est aujourd'hui presque en défaut de paiement, qui est en paria. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, Stanislas? Non, comme je vous dis, c'est comme dans tous les pays, c'est une question d'organisation, c'est une question de stratégie. Nos micro-pays agissant seuls n'iront nulle part. Aujourd'hui, si le Ghana, la monnaie du Ghana était convertible avec le CFA, au lieu d'aller se mettre sous le joug du FMI et de toutes les autres qui méprisent désormais, qui sont toujours méprisés d'ailleurs et qui continuent à mépriser les Africains, peut-être que le Ghana serait venu emprunter sur le marché de l'UEMOA. S'il était converti vers le Naira, peut-être qu'il serait en train d'emprunter sur le marché nigérien où il y a beaucoup de liquidités et rester toujours dans une logique de dignité. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que nous sommes des États extrêmement fragiles de par notre isolement, de par notre configuration. Et c'est pourquoi je dis le panafricanisme, et je pense que Kwame Nkrumah l'avait compris dès les indépendances, S'unir ou l'Afrique, périr. pardon, voilà, L'Afrique doit s'unir ou périr. exactement, il avait tout à fait raison et on le voit aujourd'hui. Si les Africains avaient commencé ce panafricanisme à travers un système fédéraliste, par exemple, depuis les indépendances, aujourd'hui l'Afrique serait extrêmement loin. Et je crois qu'il faut revoir notre copie, il faut revoir notre stratégie du développement de l'Afrique et de nos pays pour pouvoir justement compter et ne pas être des États aussi fragiles qui au premier coup de vent commencent à basculer et sombrer malheureusement dans ce qui est en train de se passer avec le Ghana par exemple. Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Donc, je rappelle que nous sommes à Dakar. Je vais vous poser une dernière question. C'est quels sont vos pronostics pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour la RDC qui a rejoint votre base de notation et aussi pour le Bénin? Je crois que ce sont des pays qui sont des pays à très fort potentiel et qui sont des pays qui ont compris l'importance des réformes économiques, politiques et sociales. Les réformes politiques sont beaucoup plus lentes à cause de la culture même politique de nos continents, mais les réformes économiques sont très fortes et on peut le constater sur le terrain, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en RDC. On voit bien qu'il y a une vraie volonté de changer le paradigme économique et qui est en train de se manifester sur le terrain. Et nous avons introduit les conférences risque pays dans différents pays qui permettent d'établir la cartographie de risque d'investissement de ces pays-là. Et c'est des choses très appréciées par les investissements locaux, régionaux et internationaux et que les pays commencent à comprendre. Monter patte blanche, c'est essentiel. La gouvernance, la bonne gouvernance, c'est essentiel. Et quand on parle de bonne gouvernance, on parle de tout un système de gestion d'un pays. On ne parle pas seulement de la gestion financière, de tout un système de gestion. Et ça, ces pays commencent à le comprendre et c'est extrêmement, extrêmement encourageant. Extrêmement encourageant. Stanislas Zézé, je vais faire une citation que je partagerai avec les internautes. L'ennemi le plus farouche de l'entrepreneur, c'est le doute. Dès l'instant où vous commencez à douter, vous avez déjà échoué à 75%. Stanislas Zézé. Donc, le doute, c'est l'ennemi de l'entrepreneur. Absolument. Donc, merci Stanislas Zézé. Merci infiniment. Merci. Et à nous revoir. À nous Merci, revoir. chers internautes. Et je vous conseille de vous procurer L'homme aux chaussettes rouges. C'est un livre festif, mais avec beaucoup d'enseignements et qui définitivement remet un peu en relief les questions
du code de valeurs que je pense que devrait avoir notre jeunesse africaine, et aussi la confiance en soi. Je parle d'arrogance positive, de beaucoup de choses, et ce sera avec grand plaisir que je changerai avec tout le monde sur ces questions-là, après lecture naturellement du livre. Quant à moi, Peace. je retiens cette belle expression, l'arrogance positive. Absolument. Merci. Merci.